Vous avez vécu toute votre vie dans un théâtre, à regarder un film dont vous ne vous souvenez pas avoir été le réalisateur, à réagir à des personnages que vous jurez n'avoir jamais écrits. Chaque trahison, chaque échec répété, chaque personne qui, inexplicablement, vous tape sur les nerfs, vous avez traité tout cela comme des événements aléatoires qui vous arrivaient. Mais si je vous disais que rien ne vous est jamais arrivé, et si chaque expérience se produisait à travers vous, projetée vers l'extérieur à partir d'une partie de vous-même que vous n'avez jamais consciemment rencontrée. Emprise, pas seulement intellectuellement, mais viscéralement, vous n'aurez plus jamais besoin d'un autre livre de développement personnel. Ce n'est pas une exagération. Ce que Jung a découvert est une clé maîtresse qui rend presque tout le reste redondant. La plupart des gens passent des décennies à accumuler des techniques, des stratégies et des cadres de référence pour le changement, sans jamais réaliser qu'ils essaient de réorganiser les meubles dans une maison qui n'existe pas. Ils combattent des ombres sur un mur, convaincus que les ombres sont l'ennemi. Voici ce que Jung a vu, et que la plupart des gens manquent. Vous avez joué à un jeu toute votre vie, mais personne ne vous a jamais appris les règles. Vous avez réagi à un monde que vous pensiez objectif, extérieur et séparé de vous. Vous avez divisé votre expérience en moi et tout le reste. Mais cette division est l'illusion. Cette division est ce qui vous maintient piégé dans des schémas que vous ne pouvez pas briser, attirant des situations que vous jurez ne pas vouloir, et répétant les mêmes scénarios douloureux avec des personnes différentes dans des villes différentes, portant des visages différents. L'idée qui change tout est d'une simplicité trompeuse. Votre psyché, votre esprit inconscient, est l'auteur de votre expérience, pas dans un sens vague et mystique, pas comme une métaphore, en tant que mécanisme psychologique littéral, observable et cartographiable. Tout ce que vous rencontrez, tous ceux qui vous déclenchent, toutes les situations qui se répètent, ce ne sont pas des événements indépendants dans un monde objectif, ce sont des projections. Votre monde intérieur, extériorisé, votre esprit inconscient, rendu visible. Et voici pourquoi cela compte plus que tout ce que vous entendrez aujourd'hui. Tant que vous ne voyez pas cela, vous essayez de résoudre le mauvais problème. Vous essayez de réparer la projection au lieu de vous attaquer au projecteur. Vous vous disputez avec l'écran de cinéma au lieu d'examiner la bobine du film. Et c'est pourquoi rien n'a fonctionné. C'est pourquoi vous pouvez lire une centaine de livres, assister à une douzaine d'ateliers, et vous retrouvez toujours dans les mêmes schémas. Vous n'avez pas affaire à la réalité. Vous n'avez jamais eu affaire à la réalité. Vous avez eu affaire à une simulation psychologique créée par des parties de vous-même que vous n'avez jamais reconnues. Commençons par quelque chose qui va probablement vous mettre mal à l'aise. Vous n'avez jamais réellement vécu dans la réalité objective. Pas une seule fois. Jamais. Tout ce que vous avez vécu a été filtré par des complexes, des ombres, des projections et des schémas inconscients que vous n'avez pas choisis et dont vous ignorez probablement l'existence. Le monde dans lequel vous pensez être, celui dont vous êtes si sûr qu'il est, là-bas, séparé de vous, est une construction psychologique. Ce n'est pas la réalité, c'est l'interprétation de la réalité par votre psyché. Et cette interprétation est façonnée par tout ce que vous avez refoulé, nié et refusé de reconnaître en vous. Pensez à la dernière personne qui vous a trahi. Vous avez probablement vu cela comme un défaut de caractère, un manquement moral, un choix de sa part. Mais si cette trahison ne concernait pas principalement cette personne, et si c'était votre psyché qui vous montrait quelque chose sur votre relation avec la confiance, pas que vous ayez attiré la trahison par une loi cosmique quelconque, c'est trop simple. Le mécanisme est plus sophistiqué. Votre esprit inconscient, portant en lui des éléments non résolus concernant la confiance, a mis en place un scénario où la confiance serait mise à l'épreuve. Il a sélectionné, inconsciemment, quelqu'un qui jouerait ce rôle. Et quand cette personne l'a fait, vous l'avez vécu comme quelque chose qui vous est arrivé, alors qu'en réalité, c'était quelque chose qui s'est produit à travers vous. Ou pensez aux opportunités que vous avez manquées. Vous pourriez appeler cela de la malchance, un mauvais timing ou des circonstances défavorables. Mais si ces occasions manquées étaient à la façon dont votre psyché vous montrait que vous n'étiez pas prêt, pas consciemment. Consciemment, vous vous sentiez probablement désespéré d'avoir cette opportunité. Mais inconsciemment, une partie de vous savait que vous n'aviez pas développé la capacité de supporter ce que vous demandiez.
L'opportunité s'est donc dissoute, et vous avez interprété cela comme si l'univers était contre vous, alors qu'en réalité c'était votre inconscient qui vous protégeait d'un succès que vous n'étiez pas équipé pour gérer. C'est difficile à accepter. Cela signifie que vous n'êtes pas la victime que vous pensiez être, mais cela signifie aussi que vous n'êtes pas aussi impuissant que vous le croyiez. Vous avez combattu des ombres sur le mur, convaincu que ce sont de vrais monstres. Lorsque vous vous retournez et voyez la source de lumière, les monstres ne disparaissent pas. Ils sont révélés comme étant exactement ce qu'ils sont. Des extensions de vous. Jung appelait cela la projection de l'inconscient, et c'est la structure fondamentale de votre expérience. La vie fonctionne comme un miroir, reflétant précisément vos états intérieurs, pas par le biais du mysticisme, pas par le biais d'une loi d'attraction qui ressemble plus à un vœu pieux, par le biais d'un mécanisme psychologique fonctionnel, observable, qui opère que vous y croyez ou non. Voici comment cela fonctionne. Tout ce que vous n'avez pas intégré, chaque qualité que vous avez rejetée, chaque capacité que vous avez niée, chaque partie de vous-même que vous avez décidé être inacceptable, ne disparaît pas simplement. Cela s'enfouit dans l'inconscient. Et de là, cela est projeté vers l'extérieur. Cela semble venir de l'extérieur, portant le visage d'autres personnes, de circonstances et d'événements. Ce que vous pensez qu'il vous arrive se produit en réalité à partir de vous. L'ombre est l'endroit le plus facile pour voir cela. L'ombre contient tout ce que vous avez décidé ne pas être. Si vous avez construit une identité autour du fait d'être gentil, votre ombre contient votre capacité à la cruauté. Si vous avez décidé que vous êtes rationnel, votre ombre contient votre irrationalité. Si vous êtes fier d'être honnête, votre ombre abrite vos tromperies. Et voici où cela devient intéressant. Vous ne voyez pas ces qualités en vous-même. Vous ne pouvez pas. Elles sont inconscientes. Au lieu de cela, vous les voyez chez les autres. Cette personne qui vous dérange de manière irrationnelle, ce collègue qui semble inutilement dur, cette connaissance dont vous pouvez repérer la malhonnêteté à 1 kilomètre à la ronde, vous regardez votre ombre, projetée sur eux. L'anima et l'animus fonctionnent de la même manière. Ce sont les aspects contrasexuels que Jung a identifiés. Le féminin chez les hommes, le masculin chez les femmes. Lorsque ceux-ci ne sont pas intégrés, ils sont projetés sur les autres, généralement les partenaires romantiques. Cette attraction magnétique, inexplicable que vous ressentez pour quelqu'un, souvent, c'est votre potentiel inexploité, vos aspects non développés, qui vous regardent en portant le visage de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas réellement attiré par cette personne. Vous êtes attiré par les parties de vous-même qu'elle porte pour vous. Les complexes suivent le même schéma. Un complexe est un ensemble d'idées et d'images chargées d'émotions, organisées autour d'un thème central. Peut-être s'agit-il d'un complexe d'abandon, déclenché chaque fois que quelqu'un ne répond pas à votre message. Peut-être s'agit-il d'un complexe d'autorité, activé chaque fois que quelqu'un vous dit quoi faire. Ces complexes n'affectent pas seulement votre état interne. Ils façonnent ce que vous rencontrez. Ils attirent des situations et des personnes qui les déclencheront, créant des problèmes récurrents qui donnent l'impression qu'ils vous sont infligés. Concrétisons cela avec des exemples que vous reconnaîtrez. Une femme n'arrête pas d'attirer des narcissiques. Elle a eu 3 relations avec des hommes qui semblaient charmants au début, mais qui se sont révélés égocentriques et émotionnellement indisponibles. Elle pense qu'elle n'a pas de chance avec les hommes. Elle pense que les narcissiques sont partout, ciblant les femmes vulnérables. Mais voici ce qui se passe réellement. Elle projette sa propre importance personnelle désavouée. Elle a appris à être accommodante, à faire passer les autres en premier, à minimiser ses propres besoins, son estime de soi saine, sa concentration naturelle sur elle-même, son importance personnelle légitime. Tout cela est passé dans l'ombre. Et maintenant, elle le rencontre extériorisé, sous une forme exagérée, comme les narcissiques, qu'elle n'arrête pas de rencontrer. Elle n'attire pas les narcissiques. Elle projette un narcissisme désavoué et le rencontre ensuite comme s'il était séparé d'elle. Un homme n'arrête pas de se faire trahir. Ses partenaires commerciaux le trompent. Ses amis parlent dans son dos. Les personnes en qui il a confiance se révèlent indignes de confiance. Il est convaincu que le monde est plein de traîtres, que la loyauté est morte, que l'on ne peut faire confiance à personne. Mais le schéma suggère quelque chose de différent. Et s'il projetait sa propre capacité à la trahison? Pas qu'il soit consciemment malhonnête, mais quelque part dans son ombre, il y a une partie de lui capable de trahison.
peut-être une partie qui s'est déjà trahie elle-même, ses propres valeurs, sa propre connaissance. Il ne peut pas le voir en lui-même. Alors il le voit partout ailleurs. Et tant qu'il le projette, il continuera à le rencontrer. Une femme est entourée de chaos, sa situation de vie est instable, son travail est imprévisible. Ses relations sont tumultueuses. Partout où elle va, le chaos la suit. Elle pense que la vie est intrinsèquement chaotique, que la stabilité est un mythe, qu'elle n'a tout simplement pas de chance. Mais le chaos n'arrive pas de l'extérieur. Il est projeté de l'intérieur. Une partie d'elle est profondément chaotique, profondément désordonnée. Peut-être s'agit-il d'un traumatisme qui n'a jamais été intégré. Peut-être s'agit-il d'une tourmente émotionnelle qu'elle n'a jamais traitée. Quoi qu'il en soit, c'est à l'intérieur, se projetant vers l'extérieur, créant un monde qui reflète son état interne. Le chaos ne lui arrive pas. Il se produit à travers elle. Voici un exemple clinique qui rend le mécanisme plus clair. Une patiente arrive convaincue que tout le monde dans sa vie est contrôlant. Sa mère contrôle ses choix. Son patron contrôle son emploi du temps. Son partenaire contrôle la relation. Partout où elle regarde, elle voit du contrôle. Elle se sent impuissante, manipulée, piégée. Mais au fur et à mesure que le travail thérapeutique se déroule, quelque chose change. Elle commence à remarquer son propre besoin de contrôle. Comment elle gère subtilement les autres. Comment elle orchestre les situations pour obtenir ce qu'elle veut. Comment elle contrôle par une apparente impuissance. La réalisation est inconfortable. Mais au moment où elle reprend cette projection, au moment où elle reconnaît sa propre nature contrôlante, quelque chose de remarquable se produit. Les personnes autour d'elle cessent de paraître si contrôlantes. Son patron n'est qu'un patron. Son partenaire ne fait que des demandes. Sa mère a des opinions, pas des ordres. Le monde extérieur n'a pas changé. Sa conscience a changé. Et avec ce changement de conscience, la projection s'est dissoute. Cela conduit à la première idée clé. Ce que vous considérez comme des problèmes externes sont en réalité des problèmes de projection. Vous ne luttez pas avec la réalité. Vous luttez avec des éléments inconscients qui se font passer pour la réalité. Cette personne difficile n'est pas difficile. Elle reflète une partie difficile de vous. Cette situation récurrente n'est pas de la malchance. C'est une manifestation d'un aspect psychique non intégré. Lorsque vous reprenez la projection et intégrez ce qu'elle vous montre, l'ennemi disparaît ou change complètement. Il peut quitter votre vie, ou il peut rester. Mais soudain, vous n'êtes plus dérangé par lui. La charge est partie, car la projection a été retirée. Cela nous amène au mécanisme et à la récurrence. Pourquoi les mêmes schémas se reproduisent-ils sans cesse? Pourquoi sortez-vous avec la même personne dans des corps différents? Pourquoi chaque emploi finit-il par être le même? Pourquoi les nouvelles villes ressemblent-elles en quelque sorte à de vieux problèmes? Parce que les archétypes et les complexes génèrent des scénarios répétés. Ils sont comme des sillons dans un disque, jouant la même chanson jusqu'à ce que vous leviez l'aiguille et examiniez le disque lui-même. L'abandon est un schéma archétypal. Si vous avez un complexe d'abandon, vous rencontrerez des situations d'abandon à plusieurs reprises. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que le complexe organise votre perception et votre comportement pour recréer le scénario d'abandon. C'est la façon dont la psyché amène le matériel inconscient à la conscience. La répétition n'est pas une punition. C'est une invitation. Une invitation à voir ce que vous créez, à reconnaître le schéma, à reprendre la projection. Le conflit d'autorité est un autre schéma archétypal. Si vous avez un complexe d'autorité non résolu, chaque patron devient un tyran. Chaque règle ressemble à de l'oppression. Chaque hiérarchie déclenche la rébellion. Vous passez d'un emploi à l'autre, convaincu que vous rencontrez sans cesse de terribles managers, sans jamais réaliser que vous rencontrez le même schéma portant des visages différents. Le schéma n'est pas là-bas. Il est en vous. Et tant que vous ne le reconnaissez pas, tant que vous ne voyez pas votre rôle dans sa création, il vous suivra partout. L'indignité est peut-être le schéma archétypal le plus courant. Une personne ayant un profond sentiment d'indignité ne se sent pas seulement indigne, elle crée des situations qui confirment l'indignité. Elle poursuit des personnes qui ne peuvent pas s'engager. Elle accepte des emplois en dessous de ses capacités. Elle sabote les opportunités d'avancement. Et tout cela donne l'impression que cela lui arrive, comme si le monde confirmait ce qu'elle croit secrètement, alors qu'en réalité, elle est l'auteur de la confirmation.
Laissez-moi vous donner 3 brefs exemples de cas. Un homme se plaint d'être invisible. Les gens le négligent au travail. Les femmes ne le remarquent pas. Les amis oublient de l'inviter. Il est convaincu qu'il est maudit, qu'il lui manque une qualité essentielle qui rend les gens mémorables. Mais la vérité est plus simple et plus difficile. Il est invisible à lui-même. Il ne s'est jamais vraiment vu, n'a jamais reconnu sa propre présence, n'a jamais revendiqué son propre espace. Il projette cette invisibilité intérieure vers l'extérieur, et le monde ne fait que la refléter. Il n'est pas invisible parce qu'il est oubliable. Il est invisible parce qu'il ne se voit pas lui-même. Une femme se sent constamment jugée. Partout où elle va, elle sent la critique. Ses collègues jugent son travail. Ses amis jugent ses choix. Les étrangers jugent son apparence. Elle est épuisée de se défendre contre des attaques invisibles. Mais quand on regarde de plus près, on trouve un juge interne qui ne se repose jamais. Elle dirige un tribunal dans son propre esprit, se poursuivant constamment. Ce jugement interne est projeté vers l'extérieur, et soudain tout le monde devient le juge. Elle n'est pas jugée par le monde. Elle se juge elle-même et voit ce jugement reflété. Une personne décrit sa vie comme dénuée de sens. Rien ne semble importer. Le travail est inutile, les relations sont creuses, les jours se fondent en semaines, qui se fondent en années. Elle attend que le sens arrive, que le but se révèle, que quelque chose d'extérieur donne un sens à la vie. Mais le sens n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée. Et elle n'a jamais défini le sens pour elle-même. Elle ne s'est jamais demandé ce qui comptait pour elle, n'a jamais choisi de direction, ne s'est jamais engagée dans quoi que ce soit d'assez profond pour générer du sens. L'absence de sens n'est pas un fait sur la vie, c'est une projection de son propre échec à signifier quoi que ce soit pour elle-même. Cela nous amène à ce que Jung appelait la réalité psychique. La réalité psychologique est plus réelle que la réalité physique. 2 personnes peuvent être dans la même pièce, regardant la même scène, et vivre dans des mondes complètement différents. L'une voit une opportunité, l'autre voit une menace. L'une se sent accueillie, l'autre se sent exclue. Les faits physiques sont identiques. Mais la réalité psychique, la réalité psychologique, est entièrement différente. Et c'est la réalité psychique qui détermine votre expérience. Vous regardez cette vidéo en ce moment. Quelqu'un d'autre aussi. Même vidéo, même mots, mêmes informations. Mais vous n'avez pas la même expérience. Vous vivez dans votre réalité psychique. Ils vivent dans la leur. Ce que vous entendez dépend de ce que vous êtes prêt à entendre. Ce que vous rejetez dépend de ce qui menace votre image de soi actuelle. Ce dont vous vous souvenez dépend de ce dont votre psyché a besoin que vous vous souveniez. La vidéo n'est que l'écran. Votre psyché est le film. C'est pourquoi la pensée positive échoue. Les affirmations, la visualisation et les pratiques de gratitude. Tout cela fonctionne au mauvais niveau. Ce sont des activités de l'esprit conscient qui tentent de contourner les projections inconscientes. C'est comme se tenir devant un écran de cinéma et crier aux personnages de se comporter différemment. Vous pouvez crier autant que vous voulez. Le film ne change pas, parce que le film ne vient pas de l'écran. Il vient du projecteur. Le point de levier n'est pas de penser différemment. Il est de voir différemment. Il est de poser une question différente. Au lieu de demander « Comment puis-je changer cette situation ?», demandez « Quelle partie de ma psyché crée cette situation ?» Au lieu de demander « Pourquoi cela continue-t-il de m'arriver ?», demandez « Qu'est-ce que je projette qui fait que cela continue de se produire à travers moi ?» Le changement semble subtil, mais il change tout. Vous passez du statut de victime du film à celui d'enquêteur curieux du projecteur. Et au moment où vous tournez votre attention vers le projecteur, vous avez un levier. Cela nous amène à ce qui pourrait être l'affirmation la plus radicale de Jung. Il y a fondamentalement un seul problème. Un seul. Tout le reste est un symptôme. Le seul problème est l'inconscience. Du matériel inconscient qui dirige votre vie sans votre conscience ni votre consentement. La dépression n'est pas un problème distinct de l'anxiété. L'anxiété n'est pas un problème distinct de la dépendance. La dépendance n'est pas un problème distinct du dysfonctionnement relationnel. Ce sont tous des symptômes du même problème fondamental, du matériel inconscient qui n'a pas été porté à la conscience. Pensez-y. Une femme a 5 mariages, 5 hommes différents, 5 fins similaires. Elle pense qu'elle a une chance terrible avec les hommes,
qu'elle n'arrête pas de rencontrer les mauvaises personnes. Mais elle n'a pas rencontré 5 hommes, elle a rencontré un schéma 5 fois. Le schéma est inconscient. Tant qu'il ne devient pas conscient, il continuera de se répéter. Elle peut épouser 100 hommes, déménager dans 100 villes, se réinventer 100 fois. Le schéma la suivra, parce que le schéma n'est pas à l'extérieur. Il est en elle. Et les schémas ne changent pas avec la géographie ou de nouveaux partenaires. Ils changent grâce à la conscience. Un homme lutte contre la dépendance pendant des décennies. Il essaie différentes substances, différents comportements, différentes formes d'évasion. Il arrête et rechute, arrête et rechute, convaincu que le problème est la substance ou le comportement. Mais la substance n'est que le symptôme. Le vrai problème est ce dont il essaie de s'échapper, ce qu'il essaie de ne pas ressentir, ce qui se trouve dans son inconscient qu'il évite. Tant qu'il n'amène pas ce matériel à la conscience, tant qu'il n'affronte pas ce qu'il fuit, le schéma de dépendance persistera. Il n'est pas dépendant de la substance, il est dépendant de l'inconscience, du non-savoir, du fait d'éviter ce qui est à l'intérieur. Quelqu'un a des problèmes relationnels chroniques. Chaque relation suit le même arc. Attraction, intensité, conflit, fin. Différents partenaires, même histoire. Ils analysent chaque relation, cherchant ce qui n'a pas fonctionné, essayant d'apprendre de leurs erreurs. Mais ils cherchent au mauvais endroit. Le problème n'est pas dans les relations individuelles. Le problème est le schéma inconscient qui les anime toutes. Tant que ce schéma ne devient pas conscient, les relations continueront de suivre le même scénario. Et voici la belle et terrible vérité. La conscience est le solvant universel. Lorsque vous amenez du matériel inconscient à la conscience, le problème se dissout. Pas toujours immédiatement, pas toujours confortablement, mais inévitablement. La conscience change complètement la donne. La propre vie de Jung le démontre. Lorsqu'il a rompu avec Freud et est entré dans ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient, il est descendu dans ce qui ressemblait à de la folie, vision, voix, chaos. Il aurait pu le combattre, le réprimer, essayer de le contrôler. Au lieu de cela, il l'a observé. Il l'a écrit. Il a dialogué avec lui. Il a apporté la conscience au chaos. Et le chaos s'est transformé. Il est devenu perspicacité. Il est devenu énergie. Il est devenu le fondement de toute sa psychologie. Rien d'externe n'a changé. Ses circonstances étaient les mêmes, mais sa conscience a changé. Et cela a tout changé. Alors, comment faire concrètement? Comment travailler avec la projection? Comment amener du matériel inconscient à la conscience? Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous n'avez pas besoin de plus de techniques. Vous avez besoin de plus de conscience de ce qui est déjà en vous. En thérapie psychanalytique, il existe un phénomène appelé transfert. Le patient projette sur l'analyste, le voyant comme un parent, une autorité, un sauveur, un ennemi. L'analyste ne le prend pas personnellement. L'analyste l'utilise, parce que le transfert rend l'inconscient visible. Les projections du patient apparaissent dans la pièce, en temps réel, où elles peuvent être examinées et récupérées. Vous n'avez pas besoin d'un thérapeute pour que cela fonctionne, bien que cela aide. Vous avez besoin de la conscience que vos réactions aux gens, en particulier les réactions intenses, sont généralement des projections qui attendent d'être récupérées. L'imagination active est une autre méthode que Jung a développée. Vous vous engagez avec des figures intérieures, le vieil homme sage, l'enfant divin, l'ombre, l'anima ou l'animus. Vous ne vous contentez pas de penser à eux. Vous dialoguez avec eux. Vous les laissez parler. Vous leur posez des questions. Et ce qui émerge, c'est votre propre sagesse, votre propre savoir, sous une forme symbolique. Ces figures ne sont pas des entités externes. Ce sont des aspects de votre psyché. Mais en leur donnant une forme, en conversant avec elles, vous amenez du matériel inconscient à la conscience. Vous récupérez ce que vous avez projeté vers l'extérieur et le revendiquez comme vôtre. L'erreur que la plupart des gens commettent est de penser qu'ils doivent chercher à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'un enseignant, d'un système, d'un cadre, d'un gourou. Et parfois, cela aide. Mais souvent, la recherche à l'extérieur fonctionne comme une façon d'éviter ce que vous savez déjà à l'intérieur. Ce livre que vous n'arrêtez pas d'acheter contient des informations que vous possédez déjà, mais sous une forme inconsciente. Cet atelier auquel vous prévoyez d'assister
vous dira des choses que vous savez déjà, mais que vous n'avez pas reconnues. La recherche elle-même devient une distraction de la vision. Et ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus d'informations. Ce dont vous avez besoin, c'est de voir ce qui est déjà là, ce que vous avez évité, ce que vous avez projeté vers l'extérieur parce que c'était trop menaçant à reconnaître à l'intérieur. Cela nous amène à une distinction cruciale, la différence entre le soi et l'ego. L'ego est votre identité consciente, le « je » que vous pensez être. Il est construit à partir de votre image de soi, de vos croyances sur qui vous êtes, de vos défenses et de vos compensations. L'ego est ce qui projette. L'ego est ce qui crée l'illusion de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Mais au-delà de l'ego, Jung a identifié quelque chose qu'il a appelé le soi. S majuscule. Pas le petit soi de la personnalité, mais le soi plus grand de la conscience témoin. Le soi ne projette pas. Le soi voit la projection se produire. Le soi est la conscience, qui peut observer les singeries de l'ego sans s'identifier à elles. Vous n'êtes pas vos problèmes. Vous êtes la conscience de vos problèmes. Vous n'êtes pas vos schémas. Vous êtes la conscience de vos schémas. Vous n'êtes pas vos projections. Vous êtes la conscience qui peut voir la projection se produire. Cela peut sembler abstrait, mais c'est la chose la plus pratique que vous apprendrez jamais. Parce que lorsque vous vous identifiez à l'ego, chaque problème est votre problème. Chaque attaque est personnelle. Chaque situation vous concerne. Mais lorsque vous vous identifiez au soi, à la conscience, vous gagnez de la distance. Vous pouvez regarder le jeu sans vous y perdre. La période du livre rouge de Jung illustre magnifiquement cela. Il avait des visions, puissantes et troublantes. Il aurait pu s'identifier à elles, croire qu'il devenait fou, se perdre dans le chaos. Au lieu de cela, il a maintenu ce qu'il appelait une position de témoin. Il était dans l'expérience, mais l'observait aussi. Il a participé pleinement, tout en se regardant participer simultanément. Cette double conscience, engagement plus témoignage, est ce qui l'a empêché de se noyer. C'est aussi ce qui a transformé le chaos en perspicacité. Le contenu des visions importait, mais la capacité de témoigner du contenu importait davantage. Le témoignage lui-même était la transformation. Alors, comment vivre cela? Comment pratiquer cette façon de voir? Vous traitez tout comme une communication de l'inconscient. Tout. La personne qui vous coupe la route, la facture imprévue, l'occasion manquée, le rêve que vous ne pouvez pas chasser, le livre qui tombe de l'étagère. Vous ne devenez pas superstitieux, à la recherche de signes et de présages. Vous devenez curieux, vous demandant « Qu'est-ce que ma psyché me montre ici? Quelle partie de moi parle? De quoi ai-je besoin de voir ?» Quand quelque chose vous déclenche, faites une pause. Ne réagissez pas. Demandez « Quelle partie de moi est montrée ici ?» Quand quelqu'un vous irrite de manière irrationnelle, demandez « Que porte-t-il que j'ai renié ?» Quand une situation se répète, demandez « Quel schéma suis-je en train de projeter ?» Quand vous vous sentez impuissant, demandez « Où est-ce que je cède mon pouvoir inconsciemment ?» Les questions modifient là votre relation à l'expérience. Vous cessez d'être une victime des circonstances et commencez à être un enquêteur de votre psyché. Et ce changement, ce simple changement de position, change tout. Jung parlait de la tension des opposés. Vous ne résolvez pas le paradoxe en choisissant un côté. Vous maintenez les deux. Vous êtes pleinement engagé dans la vie, tout en la témoignant simultanément. Vous prenez vos problèmes au sérieux, tout en sachant qu'ils sont des projections. Vous agissez comme si vos choix importaient, tout en reconnaissant un soi plus grand, qui n'est pas défini par les résultats. Cette tension est inconfortable. L'ego veut une résolution, veut s'effondrer d'un côté ou de l'autre. Mais rester dans la tension est là où la transformation se produit. C'est là où la conscience grandit. C'est là où les projections commencent à se dissoudre d'elles-mêmes. Non pas par l'effort, mais par la conscience. Même votre langage peut encoder ce changement. Au lieu de dire « je suis anxieux », dites « je ressens de l'anxiété ». Au lieu de « je suis déprimé », dites « je remarque la dépression ». La différence semble minime, mais elle est énorme. L'un vous identifie à l'état. L'autre crée un espace entre vous et l'état. L'un fait de vous le contenu. L'autre fait de vous la conscience du contenu. Et cet espace, cet écart entre l'expérimentateur et l'expérience, est là où vit la liberté. Le but de tout cela n'est pas de contrôler vos projections. Vous ne pouvez pas.
Le but est la reconnaissance, voir ce qui a été invisible, récupérer ce qui a été renié, amener du matériel inconscient à la lumière de la conscience. Lorsque vous faites cela, quelque chose d'étrange se produit. Les problèmes qui semblaient si solides, si réels, si inamovibles, ils commencent à changer. Non pas parce que vous les avez résolus, mais parce que vous les avez vus à travers. Vous les avez reconnus comme des projections. Et les projections ne peuvent pas maintenir leur intensité sous le regard de la conscience. Vous avez vécu dans un théâtre toute votre vie, regardant un film que vous avez oublié que vous projetiez. Tous ceux qui vous entourent ont joué des rôles dans votre drame inconscient. Chaque situation a été une scène dans un scénario que vous ne saviez pas avoir écrit. La seule question est, allez-vous continuer à regarder le film, à réagir aux personnages, convaincu que tout cela vous arrive? Ou allez-vous vous retourner et voir le projecteur, vous reconnaître comme l'auteur et assumer la responsabilité du film que vous avez créé? C'est la clé principale que Jung a offerte. Tout est projection. La vie est votre miroir. Le monde est votre psyché, externalisé. Et la conscience, simple, directe, inébranlable, dissout les problèmes en révélant leur véritable source. Pas là-bas, ici. Ne vous arrive pas, se produit à travers vous, de vous, comme vous. La révolution n'est pas de trouver de nouvelles techniques. Elle est de voir que vous avez été la réponse depuis le début. Vous avez été la source, l'auteur, le projecteur, tout ce que vous avez cherché à l'extérieur, la sagesse, la paix, la clarté, la solution, a toujours été à l'intérieur, attendant non pas d'être trouvé mais d'être reconnu. La recherche elle-même était une autre projection, une autre façon d'éviter de se retourner et d'affronter ce que vous êtes déjà. Alors, où cela vous laisse-t-il? Cela vous laisse avec un choix. Vous pouvez continuer la recherche, l'accumulation, la consommation sans fin d'informations et de conseils, ou vous pouvez vous arrêter, tout de suite, et tourner votre attention vers l'intérieur, pas pour réparer quoi que ce soit, pas pour devenir quoi que ce soit, mais pour voir ce qui est déjà là, pour reconnaître les schémas, pour récupérer les projections, pour apporter la conscience à ce qui a été inconscient. Chaque événement est un message de votre inconscient, chaque personne est un miroir, chaque situation est une invitation à voir plus clairement. Le monde extérieur n'est pas votre ennemi, il est votre enseignant, il est votre psyché, vous montrant ce que vous ne pouvez pas encore voir en vous-même. Et au moment où vous saisissez vraiment cela, pas intellectuellement, mais expérimentalement, dans vos os, tout change. Non pas parce que vous avez appris quelque chose de nouveau, mais parce que vous avez enfin vu ce qui a toujours été vrai. L'appel à l'action ici est paradoxal. Abonnez-vous si vous voulez. Regardez plus de vidéos si cela vous aide. Mais reconnaissez que tout ce dont vous avez besoin est déjà à l'intérieur de vous. La réponse n'est pas dans la prochaine vidéo, le prochain livre, le prochain enseignant. La réponse est de se retourner et de voir le projecteur, de vous reconnaître comme la source, d'assumer la responsabilité du film que vous avez créé toute votre vie. C'est le travail. C'est le seul travail. Et c'est le travail de toute une vie. Non pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est si simple que nous n'arrêtons pas de le manquer. Arrêtez de regarder vers l'extérieur. Les réponses ne sont pas là. Elles n'ont jamais été là. Elles proviennent de vous, se projettent vers l'extérieur et semblent venir de l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas. Cela n'a jamais été le cas. Et au moment où vous voyez cela clairement, au moment où vous le reconnaissez vraiment, la recherche se termine, non pas parce que vous avez trouvé ce que vous cherchez, mais parce que vous avez réalisé que vous n'étiez jamais réellement perdu. Vous étiez juste en train de regarder un film et vous avez oublié que c'était vous qui teniez le projecteur.